Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sur votre groupe média Top 243 News et www.top243news.com. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo au cœur de l'Assemblée spéciale extraordinaire des Nations Unies. Depuis ce mardi 20 février 2024, mesdames et messieurs, situation de l'inconstitutionnalité en République démocratique du Congo. Ça sera également au cœur de cette exclusivité avec le politologue et analyste politique ici, meilleur d'ailleurs de l'Afrique centrale et en République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Christian Moleka, à qui je dis bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Être meilleur de l'Afrique centrale, c'est un pari énorme. Hein. Il y a énormément de politologues qui ne font pas de la lumière. Bon, merci pour l'éloge. C'est pas l'éloge, mais c'est pas la culture de la méritocratie qui est Top 243 News vous fait part de ses observations à travers cette exclusivité. Merci, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, comme je viens de le faire dans cette annonce, situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo est au cœur de la séance plénière extraordinaire au tribunal des Nations Unies dans la nuit du 20 février 2024 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Et pour ce faire, le représentant de la République rwandaise s'est exprimé sur soi-disant l'agression de la République du Congo par sa partie, mais également le représentant de la RDC n'a pas gardé sa langue dans la poche. Il a également donné le point de vue. Nous allons suivre ces points de vue dans ces nouveaux numéros d'exclusivité avec M. Christian Moleka. Monsieur Christian Moleka, comment observiez-vous le point saillant de l'actualité sur le plan d'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question. Ce que l'on constate en fait, effectivement, c'est que nous sortons d'une période de campagne qui était plus ou moins apaisée, sur le plan militaire, hein, avec notamment l'accord sur les faits que nous avions eu entre le gouvernement et les M23, qui a permis que durant la période électorale, il n'y ait pas de combat. Et donc, juste après les élections, la pression militaire est revenue, vraisemblablement pour pousser les présidents à négocier. Et donc, on a vu cette reprise de l'escalade du M23, puis un soutien de plus en plus avéré du Rwanda, qui s'est manifesté notamment avec la présence des missiles sol-air sur le sol congolais, ce qu'une rébellion ne peut pas avoir. Parce que pour faire des commandes des missiles sol-air qu'on a vu déployer à l'est de notre pays, pour avoir la technicité pour l'appliquer, c'est une armée régulière qui peut l'avoir. Et donc ça a davantage confirmé ce que d'aucuns connaissaient déjà, à savoir l'appui militaire du Rwanda sur les M23. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu les derniers communiqués, notamment américains, ont insisté sur le retrait de ces missiles solaires, qui a d'ailleurs visé un hélicoptère de la MONUSCO, qui n'a pas été touché. Et c'est ça qui justifie également cette gesticulation que tu as vue, que vous avez peut-être vue du Rwanda, qui tente de justifier cette présence militaire et ce système de défense antiaérien par le fait que le Congo aurait, par le chef de l'État, a tenu des discours bellicistes vis-à-vis du Rwanda. Et donc ça justifie cette posture défensive du Rwanda pour éviter une invasion de son pays. Aujourd'hui, parlons toujours de ces systèmes, de cette situation d'insécurité dans la partie Est. J'aimerais vous inviter à suivre cette vidéo de la discussion aux tribunes des Nations Unies suite à la communication des départements américains sur l'Afrique, mais également l'intervention des représentants de la République démocratique du Congo aux tribunes des Nations Unies à New York, qui a eu lieu dans la soirée du 20 février 2024 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Suivant, et puis on va juste très vite. Le représentant de la RDC a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne serai pas long, juste trois petits points. D'abord, dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur
du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide s'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que 2 tribus, si ce n'est pas 3. Nous, au Congo, nous en avons 450. Et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. De deux, le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Alors, je pense que, en ce qui concerne le blocage du processus de Luanda, tout le monde, ce conseil notamment, est témoin que le Rwanda, qui dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de Luanda, dans lequel nous étions tous engagés. Ce processus a des étapes. D'abord, la cessation des hostilités, le cantonnement de M23, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, et ainsi de suite. Mais ils n'ont obéi à rien. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minéraux stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Tous les alibis qui sont en train d'avancer, les Tutsis, vous avez vu un Tutsi maltraité au Congo où? Nous avons 450 tribus. Pourquoi on ne va maltraiter qu'un Tutsi? Parce que le Tutsi est le plus important du monde. Mais pas du tout. Vous avez 2 tribus chez vous, vous ne savez pas les gérer, restez tranquille. Ne venez pas, ne croyez pas que vous allez transposer votre conflit Hutu-Tutsi au Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous, nous avons des Pygmées, nous avons des Soudanais. Nous vivons tous ensemble en harmonie. Pourquoi il y aurait problème seulement avec les Tutsis? Donc, votre alibi pour venir exploiter les richesses de la RDC ne tient pas à la roue. C'est depuis 1996 que vous développez cet argumentaire. Ça ne tient pas la roue. Le Conseil est fatigué de vous entendre et de dire la même chose. Quittez le territoire congolais. Vous vous êtes assez enrichi comme ça suffit quand même. Chaque chose a une fin. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration. Je n'ai plus d'autres noms d'intervenants sur ma liste. La séance est levée. Merci pour votre attention. Nous venons avec vous de suivre cette vidéo du représentant de la République démocratique du Congo à l'Assemblée générale des Nations Unies autour de la question d'insécurité, mais également des plus de 450 tribus qui fait de la République démocratique du Congo le pays qui a 1000 langues ou bien des tribus. Alors de ces faits, on revient encore avec M. Christian Moleka, le politologue de la République du Congo sur les sujets d'insécurité dans la partie Est. Quand le Rwanda, M. Christian,
s'est dit que la RDC commence à violer son territoire, mais également à travers les tirs, comme on avait évoqué tout à l'heure avant de commencer ces décryptages. Comment réfléchissez-vous autour de cette prise de position des Rwandais? Est-ce que le Rwanda est en train de le faire comme ça parce qu'ils subissent des pressions sur le plan international, entre autres de ses parrains, entre autres les États-Unis d'Amérique, ou bien c'est juste il le fait pour embrouiller la situation et continuer à progresser et s'aimer des troubles par les supplétifs du M23 qui sèment des ranges dans la partie Est? C'est une tentative de changement de rhétorique parce que si vous suivez les discussions qui se sont tenues à Addis Abeba avant New York, le Rwanda a tenté de sortir la question de la protection des Tutsis. Et la position congolaise était très claire, aucun pays étranger ne peut prétendre protéger une minorité qui ne vit pas dans son pays. Cette posture-là, le Rwanda n'a pas réussi, comme dans le passé, à embarquer tout le monde dans le discours du genre il y a des génocides anti-Tutsis au Congo, qu'il faut défendre les Tutsis et que son combat c'est de protéger une minorité. Comme cette rhétorique ne marche pas, en tout cas on l'a suffisamment utilisée pour qu'aujourd'hui elle s'éride, il change de posture. Il change de posture en s'appuyant malheureusement sur les discours, la rhétorique du président durant la campagne électorale. On le sait, le président de la République a construit une campagne sur un discours anti-Rwanda et a construit une rhétorique belliciste qui aujourd'hui sert de prétexte à Paul Kagame pour dire voilà, il a dit qu'il voulait me faire partie du pouvoir, il a dit qu'il voulait renverser le pouvoir au Rwanda, il a dit qu'il était prêt à entrer dans mon pays et donc moi, je suis en train de me défendre. En fait, c'est une tentative de vouloir utiliser la rhétorique utilisée par le président durant la campagne à ses propres fins pour justifier sa posture de défensive à l'intérieur du Congo, alors que la rhétorique ancienne, celle de défendre le Tutsi, ne marche plus comme argument aujourd'hui à l'international. Vous, en tant que politologue, revenons un tout petit peu, est-ce qu'il est impérieux pour un politique dans une campagne électorale d'utiliser des mots qui finira peut-être pour l'affaiblir une fois qu'il obtient déjà ce qu'il veut de sa population? Par exemple, entre autres, c'est ce que le président de la République avait utilisé lors de sa campagne électorale pour chuter, et plus précisément sur le terrain à Sainte-Thérèse à Kinshasa avant le 20 décembre. Il est permis pour vous, selon vos analyses, pour un président d'utiliser des mots qui aujourd'hui, demain, pourrait sembler être un peu perplexe sur son mandat? Félix Tshisekedi a au moins 5 ans qu'il attend et qu'il a déjà commencé. Le président a recouru à ce qu'on appelle la communication négative. Ça s'utilise dans beaucoup de pays, aux États-Unis notamment, où on stigmatise un candidat, on stigmatise un adversaire et on le pousse donc à se défendre. Ce choix-là a été dicté du fait que durant 5 ans, le président n'a pas réussi à proposer une solution sécuritaire concrète à la population, que ce soit l'état de siège, les mutualisations avec l'UPDF. Les différentes initiatives n'ont pas apporté de solutions escomptées. Et donc, face à un électorat qui aurait pu demander des réponses concrètes sécuritaires, on a construit une communication négative sur le Rwanda, sur la stigmatisation du Rwanda, y compris sur la congolité de Katumbi. Et donc c'était un discours court-termiste, malheureusement pour les élections. La difficulté, c'est que cette démarche court-termiste, aujourd'hui, a réduit ses capacités diplomatiques. Parce qu'on l'a fait dans un cadre électoral pour gagner l'électorat. Maintenant, pour gouverner, c'est plus complexe. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le président a dit durant la campagne qu'il ne négocierait pas avec le M23. C'était une posture électoraliste. Aujourd'hui, devant les réalités du terrain, tout le monde appelle à la négociation. Et donc vous avez un président qui lui-même est en difficulté parce que le recours à la communication négative a été utile pour les élections, mais devient un handicap pour gouverner. C'est un choix politique qu'il a fait, qui est un choix électoraliste, mais qui aujourd'hui le rattrape. C'est un choix choisi par son état-major politique, mais qui est essentiellement court-termiste. Mais est-ce que pour comprendre avec vous, avec nos téléspectateurs, est-ce qu'il était impérieux que le président de la République puisse utiliser cette communication rhétorique pour gagner une population qu'il a déjà aimée et qui était confiant vis-à-vis de sa réélection pour les seconds mandats? Est-ce qu'il était vraiment impérieux? La politique est une question de choix. Je ne suis pas dans la tête du président, mais la politique était une question de choix.
y compris des choix stratégiques de communication. Quand vous avez les tableaux tels qu'ils s'est présentés en 2018, vous aviez un candidat qui était de l'Est, Katumbi, un président qui n'est pas de l'Est, qui est de l'Ouest, une attente populaire à l'Est qui est sécuritaire, qui n'a pas été rencontrée. Et donc les stratèges qui ont travaillé avec le président lui ont proposé cette solution-là. Est-ce que c'était l'unique? Peut-être pas. Peut-être qu'il y avait d'autres. Il aurait pu travailler à construire l'électorat à l'Ouest, sachant que je perdrais à l'Est, mais je gratinerai des voix. C'est aussi un choix. Et comme je le dis, la politique, c'est un ensemble de choix. Il a fait ce choix-là, qui était un choix court-termiste, pour le faire élire, certes, mais qui va, comme je le dis, qui dans la gouvernance, va le limiter. Maintenant, aujourd'hui encore, il a le choix. Il a le choix de redire, de se dédire, donc de revenir sur ce qu'il a dit. Ça va saper la confiance en lui. Ça va faire qu'une certaine opinion sera dessus. Mais c'est aussi un choix. Où il peut faire le choix de dire, je ne négocie pas, je garde les armes, on va jusqu'au bout, advienne que pourra. C'est un choix. C'est à lui de choisir, tenant compte des éléments qu'il a en sa possession et des choix stratégiques qu'il s'impose à court et à moyen terme. Je viens toujours, avant de terminer ou bien vider cette première thématique autour de la question d'insécurité dans la partie Est, le discours du président Félix Tshisekedi, discours campagne électorale, discours politique. Aujourd'hui, on se rend compte que même les tirets de ficelle sont en train de vouloir à tout prix qu'il y ait un dialogue, surtout si le président veut à ce qu'il y ait la paix, comme il ne veut pas s'affronter avec le Rwanda. Est-ce que ça ne sera pas ce que vous venez de dire, c'est contredire sur ses propres paroles? La faute est attribuée à ses conseillers de communication, ou bien c'est parce que le président prend des décisions en soi-même? Bon, d'abord, l'approche des États-Unis, depuis pratiquement 2006, on peut m'en remonter plus trop loin, c'est une solution négociée entre Kinshasa et Rwanda. Rappelez-vous, Vital Kamerhe est parti parce qu'on nous a proposé une solution de coopération militaire, l'opération Roudia, entre les FARDC et l'armée rwandaise, qui a traversé la frontière sous l'accompagnement des États-Unis d'Amérique. Jusqu'à ce jour, Washington ne change pas. Washington garde une logique d'équilibre entre nous et le Rwanda, nous demandant, nous, de ne pas soutenir les FDLR, demandant au Rwanda de se retirer et nous invitons au dialogue. Cette approche n'a pas changé. Et même si quelquefois on sent qu'aujourd'hui le temps monte un peu en termes de menaces sur Paul Kagame, mais fondamentalement l'approche de Washington n'a pas changé, à savoir une solution bilatérale négociée entre le Congo et le Rwanda. Ce qui pour nous n'est pas une bonne solution parce que le Rwanda fait partie du problème et on ne règle pas le problème en faisant du problème lui-même la solution. Et donc, comment faire pour que nous puissions amener Washington, l'Union européenne à évoluer dans sa position qui ne règle pas le problème? Ça, c'est un travail de lobbying et de diplomatie. Maintenant, on revient sur l'autre aspect de votre question, à savoir le choix du président. Je suppose qu'il a pris le choix en équipe, il a utilisé des équipes autour de lui. La politique, c'est des choix. On peut chercher la logique de choix, on peut chercher la rationalité derrière le choix, mais en bout de compte, c'est des choix. Qu'ils soient émotifs ou rationnels, c'est des choix. Et ces choix sont justifiés par des objectifs stratégiques qui peuvent être gagner d'abord les élections, puis voir après. C'est un choix. Et donc, si le choix c'était coûte que coûte gagner les élections d'abord, on peut comprendre pourquoi ces choix ont été faits. Mais après, il faut gouverner. Mais si on dit je gagne puis je gouverne, on choisit autrement. Donc, tout dépend des motivations qui ont fondé à ce moment-là le choix de ces méthodes-là. Après, je ne suis pas dans l'équipe des présidents, je ne peux pas savoir s'il choisit seul ou s'il choisit avec les conseillers. Mais ce sont des choix qui ont été pris et qui conduisent à des résultats tels que nous constatons aujourd'hui. Merci monsieur Christian Moleka, politologue et puis coordonnateur des politologues en République démocratique du Congo pour cette première thématique. Mesdames et messieurs, nous allons passer très rapidement pour la deuxième thématique qui consiste uniquement de faire la part des choses, mais également mettre chaque
pouvoir en RDC à sa place, je parle de pouvoir constitutionnel, pouvoir président de la République, Assemblée nationale. Très rapidement, on prend la démission du Premier ministre de la République démocratique du Congo, diriger le pays pendant au moins plus de 3 ans. Alors, c'était hier, mardi 20 février 2024, que Sama Lukonde, Jean-Michel, a présenté sa lettre de démission. Mais bien avant cela, Jean-Michel Sama Lukonde avait écrit à la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité ou bien le cumul des fonctions, parce qu'il a été élu comme député national et il revient maintenant de respecter les règles, vu que le pays avait besoin de lui. Il va écrire à la Cour constitutionnelle sur le cumul des fonctions et curieusement, la Cour constitutionnelle avait rejeté cette demande par son président. L'Assemblée nationale avait donné le moratoire aux députés élus légitimement, mais également en même temps qui accumulent des fonctions au sein des gouvernements, entre autres le Premier ministre qui est en même temps député national et chef du gouvernement. Mais curieusement, il a remis sa démission au président de la République, mais le président de la République va recourir encore à certains articles de la Constitution pour lui confier de gérer avec chaque ministre les affaires courantes. Comment analysez-vous exactement, n'est-ce pas là, la guerre de mettre en exergue le règlement basique de la Constitution de la République démocratique du Congo, parce que tout le monde en parle? Bon, moi je crois que le cabinet a induit les présidents en erreur et que ce n'est pas encore tard de se ressaisir. Le principe démocratique, il est simple. Un gouvernement est l'émanation d'une majorité. Dès l'instant où cette majorité disparaît, le gouvernement tombe. Parce que le gouvernement est la conséquence de la majorité. C'est ça le sens même de la démission du Premier ministre. Oui. Vous avez une majorité qui est la majorité de 2018, qui a formé le gouvernement. Cette majorité a disparu du fait qu'il y a eu une nouvelle élection. Et donc le gouvernement, qui est l'appendice de cette majorité, tombe. Maintenant, ce que nous aurions dû avoir, c'est un intérim pour continuer l'action en attendant que soit mis en place un gouvernement qui sera l'émanation de la nouvelle majorité qui s'est mise en place avec l'informateur. Et donc, malheureusement, dans l'intérim, on a tenté de bricoler quelque chose qui ne tient pas. Je rappelle quand même qu'en 2011, le Premier ministre Mouzito avait démissionné après les élections. Il a été remplacé par Kouya Diallo, qui était vice-premier ministre et ministre de Pétentig, qui a fait l'intérim. Nommé comme intérimaire, 22 ministres avaient postulé et ils avaient démissionné. Le problème, c'est que nous avons un gouvernement qui a commencé depuis très longtemps à ne pas vouloir partir. Si vous voyez la démarche qui a été mise en place, même à aller au niveau de la Cour, pour solliciter une interprétation pour quelque chose qui est très clair, c'est parce que vous aviez une équipe gouvernementale qui ne voulait pas partir. Il a fallu d'abord des tollés de quelques influenceurs, puis la réponse de la Cour et le rappel de l'Assemblée nationale pour voir au bout du bout, pratiquement au dernier jour, parce que ce n'est que 8 jours, des ministres acceptaient de démissionner. Après, c'est le communiqué d'IRCAB qui vraiment manifestement... Qui a presque tout chamboulé. Qui amène le président à violer la Constitution. On ne peut pas demander à un ministre démissionnaire d'assurer l'intérim alors qu'il y a des ministres qui n'ont pas postulé, notamment le VPM Jean-Pierre Bemba. Il y a des ministres qui n'ont pas postulé, notamment la ministre Rose Mutombo de la Justice, qui peuvent cumuler les fonctions. Il y a des vice-ministres pour faire l'intérim. Et même à l'extrême, lorsqu'il n'y aurait pas de ministre, il y a des secrétaires généraux qui peuvent faire l'intérim. Je rappelle que dans ce pays, nous avions eu à un moment donné un gouvernement de secrétaires généraux. Donc les secrétaires généraux peuvent faire l'intérim. Si on sort du Congo, en Belgique, le président a longtemps vécu en Belgique, mais il y a eu un moment où pendant presque une année, il n'y a pas eu de gouvernement. Mais c'est l'administration publique qui a assuré la continuité de l'État. Mais c'est pour ça qu'il y a également l'administration publique, pour assurer la continuité de l'État. Et donc, le choix d'IRCAB conduit les présidents vers l'erreur. Et le pousse manifestement à violer la Constitution. Ce qui m'a intéressé, mesdames et messieurs, monsieur Christian, dans cette exclusivité, le Premier ministre a pris la parole, il a répondu, mais il a dit qu'il aurait dû résister, mais il a juste
n'ait pas voulu déranger la constitution de la RDC qui dit que quand vous dépassez les 8 jours accordés, vous perdez d'office votre place, votre siège au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il va résister contre qui et contre quoi? Non, c'est parce qu'il on ne résiste pas à la loi. Il a voulu le faire. Résister à quoi? Quand le président de la République a tout à sa chambre, parce qu'on ne me dira pas que le directeur du cabinet du président de la République ne connaît pas la Constitution. Il est au courant de la Constitution. Parmi, comme vous venez de soulever tout à l'heure, même le vice-premier ministre qui n'ont pas postulé, ils étaient disponibles. Ordre de préséance nous dit quoi? Lorsque le premier ou le titulaire d'un poste ou d'une fonction est frappé d'incompatibilité, automatiquement, son second prend le relève. C'est-à-dire c'était une question tout simplement qui engageait soit le vice-premier ministre, et il n'est pas le seul, ils sont à plusieurs. Donc celui qui n'a pas postulé pourrait tout simplement assumer ses responsabilités et soit si ça ne marchait pas, recourir aux secrétaires généraux de chaque ministère par exemple. Parce qu'il y a même le secrétaire général du gouvernement de la RDC pouvait assumer les affaires courantes. Alors c'est la guerre de l'incompréhension. Est-ce que les dirigeants savent mais ils ne veulent pas? Et quelle serait l'issue de ceux qui apprennent encore les droits à l'université? Il n'y a pas d'incompréhension. Simplement que nous avons des gens qui manifestement ont décidé de violer la loi. Tout simplement pour répondre à des intérêts personnels. Il n'y a pas d'incompréhension. La loi, la Constitution est très claire. La loi électorale est très claire. Il y a un régime d'incompatibilité entre un mandat électif et l'action gouvernementale. On ne peut pas combiner à la fois l'action élective, le mandat électif avec la fonction gouvernementale. La loi électorale le dit, article 77 si je ne me trompe pas, et 78, la Constitution le dit. Donc il n'y a pas à résister contre la loi. Parce que quand on résiste devant la loi, on est qui? Et ce n'est pas le Premier ministre qui veut nous dire qu'il a résisté contre la loi. On se soumet à la loi. On ne résiste pas à la loi. Si on résiste à la loi, on est délinquant. On se soumet à la loi et la loi s'impose à tout le monde. C'est ça l'état de droit. Une loi qui est au-dessus de tout le monde, y compris le Premier ministre. Et donc lorsque le Premier ministre refuse de se soumettre à la loi, qui est censée se supposer à tout le monde, mais il est possible de violation de la loi. Donc le problème, ce n'est pas de résister. Voilà. Le problème, c'est d'appliquer la loi. Et la loi est très claire. Le mandat électif est incompatible avec l'action gouvernementale. Dès lors qu'il le savait, soit il ne postulait pas, ou dans l'hypothèse où il postule, il n'a validé pas son mandat, il reste à la tête l'exécutif. Monsieur Christian, la question n'y est même pas là, parce que la question est autour de la proposition du président. Il a dû faire ce que la Constitution lui exige. Mardi 20 février 2024, il dépose sa lettre de démission à la cité de l'Union africaine auprès du président. Juste après son retour, c'est là où le communiqué qui nous viendra directement de la présidence par le biais des directeurs du cabinet de Félix Tshisekedi qui va écrire dire le président. Et pourtant, la personne qui décide, c'est son directeur du cabinet très directement. C'est pourquoi je dis, il y a un sérieux problème dans cette question-là qui montre également, qui laisse penser également qu'il y a un problème dans le fonctionnement du cabinet présidentiel. Parce que le président ne parle pas. Dans une république, dans la normalité de la république, le président ne dit pas, le président décide. Lorsque le président veut dire, il décide. Il prend un acte qui est opposable. Et qui s'est fait par une ordonnance présidentielle. Une ordonnance présidentielle, ou s'il veut le faire par le DIRCAB peut utiliser les mécanismes légaux qui existent. Donc, dans la normalité, le président allait prendre acte par une ordonnance après quelques heures de la démission du Premier ministre pour prendre une... Le président aurait dû nommer un intérimaire. Tout simplement nommer un intérimaire. Mais qu'est-ce qui cache derrière? Ce qui se cache, c'est un jeu de pouvoir. Ça veut dire probablement de la gestion des ambitions. Moi, j'ai cru comprendre que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, également n'avait pas démissionné et qu'il était également resté au gouvernement et qu'à un moment donné, il fallait gérer les ambitions des uns et des autres pour l'intérim. Le problème, c'est les ambitions des personnes. Les ambitions des personnes que l'on met au-delà des lois de la République, tout simplement. Merci M. Christian Moleka. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention parce que vous venez là de suivre cette exclusivité uniquement sur l'incohérence dans la gestion
de la République démocratique du Congo autour des pouvoirs constitutionnels, mais également présidence de la République. Est-ce que, avant de cheminer ou terminer avec vous, est-ce que la présidence de la RDC détient le monopole de la gestion de la chose publique? La notion de république interdit ce que vous dites là. La république veut dire personne ne détient seul le pouvoir. C'est ça d'ailleurs le principe de la res publica, la chose de tout le monde. La république, c'est un état sans roi. Personne ne détient seul le pouvoir est éclaté. Il est éclaté verticalement, il est éclaté horizontalement. Il est éclaté horizontalement parce qu'on a plusieurs pouvoirs. On a un pouvoir exécutif, on a un pouvoir judiciaire, on a un pouvoir législatif. C'est d'ailleurs pour ça que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, parce que c'est un pouvoir. Pouvoir judiciaire. Oui, et un pouvoir qui arrête un autre pouvoir. Et donc, lorsque on remet en question la décision de la Cour constitutionnelle, c'est qu'on remet en question la séparation de pouvoir. On remet en question la séparation de pouvoir. Et donc, même l'équilibre des pouvoirs. Et puis après, il est éclaté horizontalement. On a un président de la République, on a des provinces, on a des ETD, ainsi de suite. Le président ne monopolise pas le pouvoir. Et tout ça est réglé par la loi. Et la loi même, c'est la Constitution. On n'en sort pas. Le problème, c'est qu'il faut que nous acceptions, nous tous, à être limités par la loi. Que la loi nous plaise ou non, que la loi gêne nos intérêts ou non, il faut que nous acceptions d'être limités par la loi. Dès l'instant où je pense que cette loi ne me plaît pas et que je peux agir au gré de mes intérêts en violant la loi, eh bien nous consacrons l'anarchie. Nous consacrons l'anarchie. Sinon, demain, quelqu'un d'autre pourra dire, eh bien moi aussi cette loi ne me plaît pas, donc je ne l'applique pas. Nous légitimons toute forme de décision qui viendrait extra-légem. Or, la République se gère dans le respect des lois, c'est pour ça qu'on parle d'état de droit. Merci, M. Christian. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous avez eu le temps de suivre les décryptages de ces mercredi 21 février 2024 ici en direct de Kinshasa. Nous étions avec les politologues et les coordonnateurs des politologues de la République démocratique du Congo, M. Christian Moleka, qui s'est exprimé sur l'expression de l'envoyé spécial ou bien le représentant de la République démocratique du Congo auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question d'insécurité dans la partie Est. Une insécurité qui a connu plus de 2 décennies déjà et on va déjà en 3e décennie. Mesdames et messieurs, vous avez suivi avec nous dans ce nouveau numéro comment M. Christian a apporté ses analyses qui sont toujours objectives mais également impartielles. Nous avons abordé également deuxième thématique qui n'était rien d'autre que la question autour de la prise des pouvoirs et le non-respect de la Constitution dans des institutions de la République démocratique du Congo lorsque la Cour constitutionnelle dit au Premier ministre ou les chefs du gouvernement que vous ne pouvez pas avoir des cumuls de fonctions et que le président de la République, après la démission de son chef du gouvernement, va dire qu'il devait encore continuer à expédier les affaires courantes. Vous avez également les éclaircissements de la part de notre invité spécial pour cette exclusivité ici à Kinshasa. Merci pour votre attention. Mais avant de nous quitter, M. Christian, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter avant que nous puissions nous quitter pour cette édition? Non, particulièrement. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'apporter ma modeste contribution à ce débat. Je remercie également ceux qui vont suivre. Nous restons ouverts aux critiques. Ce que nous disons ne sont pas des paroles d'évangile. En tant qu'humain, c'est perfectible. Donc voilà, nous sommes ouverts à toute forme de critique qui peut nous aider également à progresser. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre attention, très chers téléspectateurs. À très bientôt dans un nouveau numéro spécial dans le groupe de votre média Top 243 News et www.top243news également.com. Nous allons dire un grand merci à Chris Izambay qui avait assumé la partie technique de cette exclusivité ici en direct de Kinshasa. Restez connectés, à très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.